Bonsoir et une nouvelle fois, bienvenue sur notre plateau du JT Sport. Merci de nous être fidèles comme tous les lundis. Ce soir, sur notre plateau, nous évoquerons le 54e Paris 3 en compagnie des dirigeants du club Champagne, Charlotte. Et en attendant de parler vélo, je vous propose de regarder notre sommaire. Nous reviendrons sur la nouvelle victoire du Sainte-Savine Basket face à l'équipe de Dechy. L'équipe de Ludovic Le Tenay est plus que jamais en route vers la Nationale 1. Nous vous parlerons aussi de rugby avec le derby de première série entre Saint-André et Romilly. Une rencontre très attendue car maintes fois remise. Et puis enfin, pour terminer, retour sur le gala de boxe organisé par le Stade Troyen samedi soir à la salle Burnanville. L'occasion d'un coup de projecteur sur les deux chefs de file du club au bois, Mamadou Batili et Tommy Grandsaigne. Voilà pour le programme, mais évidemment, comment ne pas évoquer la superbe performance de l'Estac à l'issue de la 26e journée du championnat de France de Ligue 2. Le club troyen s'est imposé sur le terrain de Tours dès la 8e minute de jeu sur ce but de Raphaël Caceres à la suite d'un débordement de Sega Keita. Les Troyens ont ensuite subi la Furia Tourangelle toute la seconde mi-temps. L'expulsion de Thuram, le gardien troyen, n'a rien arrangé à l'affaire, mais les joueurs de Jean-Marc Furlan ont finalement tenu bon et marquent même un second but en toute fin de match, la 87e minute, par l'intermédiaire de leur goléador Marcos. Grosse performance donc pour les Troyens qui ne bougent pas au classement, mais qui se rapprochent de Clermont et Reims qui n'ont pas pu faire mieux que match nul. On regarde les résultats et classements de Ligue 2. Clermont qui a fait match nul notamment face à Metz, 2 buts partout. Reims, de son côté, était accroché par Châteauroux. Bastia s'envole grâce à sa victoire face à Boulogne, 2-0. 7 points d'avance sur Reims et Clermont, alors que l'Estac est revenu à 1 point, justement, des Champenois et des Auvergnats. Pour l'Estac B, ça rigole avec cette victoire face à Créteil, 4-2. Roy a été accroché par Arras, 1 but partout. Et Croix a été battu un petit peu à la surprise générale par la réserve du Stade de Reims, 4-3 au classement. Roy est malgré tout toujours en tête à égalité avec Croix, suivi par Wascal. L'Estac B revient à se positionner en 5e position avec 43 points. Pour rester dans l'actualité Estac, sachez que vous pouvez gagner des places pour le match contre Clermont du 23 mars prochain. Envoyez le mot club par texto au 71 003 et remportez vos places pour la rencontre choc face aux Auvergnats. Et puis toujours dans l'actualité Estac, sachez que les joueurs de Jean-Marc Furlan ne vont pas vraiment chômer puisque dès demain, ils affrontent au Stade de l'Aube la formation de Guingamp pour un match en retard qui était à l'origine programmé le 11 février dernier. Un match charnière pour l'Estac puisqu'une victoire face aux Bretons permettrait à l'Estac de monter sur le podium de Ligue 2. On écoute Jean-Marc Furlan au micro de Cyril Tavernet nous parler de cette équipe de Guingamp. Guingamp, c'est une équipe qui est forte aussi, qui va très très vite en contre, avec des joueurs de qualité comme Locaert, comme Imboula, comme Matisse, comme Giresse, qui sont les publics du Stade de l'Aube vont avoir des bons joueurs, de très bons joueurs de football, techniquement, qui a un jeu de passe très technique, voilà. Puis on va retrouver Greg Paisley qui est un garçon que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'ai eu de très nombreuses années ici. Voilà. Et pour rester dans le monde du ballon rond, je vous parle de la finale du championnat de l'Aube de futsal, organisée vendredi soir à la halle de l'UTT par le district Aube de football. Une compétition qui mettait aux prises les Turcs de Bar-sur-Aube qui ont ouvert la marque face à l'Étoile Chapelaine. Voilà, joli but. Les footballeurs de la Chapelle-Saluc ont ensuite égalisé avant d'encaisser un nouveau but par les Baralbins. Voilà le but. Heureusement pour le suspense, les Chapelains reviennent à 2-2 à quelques minutes de la fin. Les deux équipes sont donc obligées de se départager au pénalty et à ce jeu, c'est l'équipe originaire du Bosphore qui remporte le trophée grâce à un ultime arrêt de leur gardien. Voilà, bravo pour les Turcs de Bar-sur-Aube. Allez, c'est le moment de parler de l'actu. Le Sainte-Savine Basket continue de caracoler en tête du classement de National 2 de basket. Une première place qu'il s'agissait de consolider samedi soir avec la venue de l'équipe de Dechy, 5e au classement. Bien que les Saviniennes avaient toute la tête au play-off,
le SSB ne devait absolument pas manquer l'avant-dernier rendez-vous programmé dans sa salle. Grosse difficulté pour les Savigniennes qui voient une formation de Dechy accrocher les Auboises au score. La faute à une défense de zone gênant particulièrement les joueuses de Ludovic Le Tenay dans cette première mi-temps. Ça a été vraiment compliqué. Bon, c'est sûr qu'on a eu une trêve aussi d'une semaine, donc fallait vraiment se remettre dedans. En plus, l'équipe nous a fait zone vraiment tout le match. Donc c'est pas évident de rencontrer une équipe qui fait zone 40 minutes. On a de plus en plus d'équipes justement qui nous proposent zone. La faute aussi à une adresse douteuse de la part des Savigniennes, Chabadova. Et l'illustration même puisque la Slovaque pointera à 0 points à la pause. Une mi-temps qui voit tout de même les Auboises mener de 4 petits points, 32 à 28. Malgré un basket toujours brouillon, les partenaires de Maud Le Soudard vont rectifier le tir en infligeant un 14-7 dans le troisième quart-temps aux nordistes, suivi par un 21-0 dans la dernière période. Le SSB s'impose finalement de 30 points dans un match à deux faces. J'ai énormément confiance en mon équipe. Je sais qu'à un moment ou à un autre, on a les capacités pour tenir défensivement les équipes adverses. Donc ce qui fait que même si à un moment en attaque, on est en difficulté, ça va pas durer. Face à Dechy, les jaunes et bleus disputaient leur avant-dernier match à domicile avant l'ultime ligne droite censée les mener tout droit vers la Nationale 1. Allez, le résultat de basket, pendant qu'on parlait cyclisme pendant le basket, les autres résultats, donc notamment ceux de Lyon face à Saint-Chamond et Culose face à Roanne. Culose s'est imposé et Saint-Chamond s'est imposé aussi de son côté au classement. Rien ne bouge, Sainte-Savine toujours en tête, 1 point d'avance sur Culose, 2 sur Saint-Chamond. Pour Saint-André, rien ne bouge non plus avec cette victoire, malgré tout à l'arraché face à Auxerre, 66 à 63. Ça change du côté de Récy qui a perdu gros face à Jeuf, 66 à 72. Saint-Dizier n'a pas tremblé face à Grafenstaden, 99 à 72 au classement. Saint-Dizier conforte sa première place, donc alors que Récy recule au 3e rang avec 2 points de retard maintenant sur Saint-Dizier. Afin d'inaugurer dignement ces nouvelles installations situées derrière le parc de la Burie à Saint-Julien-les-Villas, les joueurs de baseball des Espadons de Troyes accueillaient leurs collègues d'Ancerville pour un match amical. Le premier sur ce nouveau terrain donc. Les Sancéo-Troyens ont ainsi pu goûter à leurs nouvelles installations dans les conditions d'une vraie rencontre en gagnant 15 à 6 contre les Haut-Marnais. Dimanche, c'était le derby pour le rugby club de Saint-André face à ses homologues de Romilly. Une rencontre très attendue par les protagonistes. D'abord, pour jouer enfin après de multiples tentatives avortées. Et ensuite, bien sûr, pour évoquer la suprématie du département. Une rencontre qui est avant tout une histoire de coups de pied, puisque les deux formations enchaînent les coups de pied de pénalité. Paillard ouvre le bal dès la 3e minute pour le RCSA avant que Loïc Birost ne réplique en transformant 2 pénalités. Romilly mène donc 6-3 à la mi-temps. C'est vrai qu'on n'a pas envoyé de jeu, quoi. Les balles ont eu du mal à aller je dirais, jusqu'à l'aile. On a quand même eu une bonne partie où on s'est quand même bien accroché. Devant, les gars se sont bien accrochés. En deuxième période, l'emprise sur le jeu sera Driat. Les joueurs de Rémi Dangon dominent et manquent l'occasion de prendre le large en n'inscrivant pas cet essai si important. Paillard prendra tout de même les points au pied avec 3 pénalités consécutives en 9 minutes. Le RCSA est alors devant, 12 à 6, mais voilà, le 15 Dria a un gros problème, la confiance. Romilly va en profiter pour revenir dans la rencontre et la botte de Loïc Birost va permettre à sa formation de recoller à 12-12. On joue les arrêts de jeu et une nouvelle fois, Saint-André est pénalisé dans l'axe des poteaux. Loïc Birost a la victoire au bout du pied. Faut tout oublier tout autour, quoi. Faut se faire le vide tout seul, même sur chaque pénalité, quoi. Chaque pénalité compte. Après, ce que je veux dire, si je mettais pas les 12 autres avant, celle-là elle sert à rien. Donc je veux dire, voilà quoi. La pénalité romillonne passe, 15 à 12, l'arbitre siffle à la fin du match. Nouvelle désillusion pour le 15 Dria. Beaucoup de regrets, mais beaucoup d'espérance, quoi. Voilà, après, beaucoup d'espérance, quoi. Aujourd'hui, faut regarder la feuille de match. J'ai 3 gars qui jouaient leur 4e match de rugby de l'année, quoi, de leur vie, quoi. Donc plein de gamins, plein de nouveaux joueurs. C'est beau ce qu'ils ont fait, ils auront connu ça sur le prochain derby, ils auront plus d'expérience et puis voilà, quoi.
Pour Romilly, le maintien est quasiment acquis. En revanche, pour Saint-André, cela se complique fortement. Attention, on passe au Noblard avec la tenue samedi soir au gymnase Burnonville du gala de boxe très attendu du stade troyen. Je dis très attendu car à Troyes, le club n'avait plus organisé de soirée depuis plus de 2 ans. Autant dire que ce gala allait être scruté par tous les spécialistes pugilistiques. Pour y voir notamment les performances des 2 têtes d'affiche du club, Tommy Gransaigne et Mamadou Bathily. Point d'orgue de ce gala de boxe organisé par le stade troyen, les combats de Tommy Gransaigne et Mamadou Bathily, les 2 têtes d'affiche de leur club. Pour Gransaigne, c'était le premier combat depuis la désillusion des championnats de France où il n'avait pas pu défendre ses chances. Et il s'est bien vengé, le Romillon, en punissant le Chaumontais Johan Millet dans un combat réservé aux moins de 64 kilos. Le Haut-Marnais sera compté 3 fois dans le dernier round, provoquant du même coup l'arrêt de l'arbitre. Éclatante victoire pour Tommy Gransaigne. Je suis content, c'était un beau combat, c'était technique, c'était propre, efficace, comme j'aime. Bien construit, quoi. Surtout une belle 3e reprise puisque je le fais compter 3 fois, je le touche bien, donc je suis content. Mamadou Bathily a quant à lui survolé sa rencontre grâce à une boxe particulièrement aérienne dans un combat où le Troyen obtint 6 touches d'avance à tous les rounds. Bathily gagne au point chez les moins de 60 kilos. J'ai retrouvé ma force, mes déplacements, ce qui me fait pour gagner le combat. Il me manquait ça le précédent combat et là j'ai réussi à récupérer tout ça. Premier gala de la saison pour le stade troyen, une première réussie pour le président du club au bois. Pour une reprise, depuis si longtemps on n'avait pas organisé. Là je redoutais un petit peu ce moment-là. Finalement je suis content parce que les fidèles sont venus. On a une belle soirée et on a eu des beaux champions, nos beaux champions de Champagne. Mais pour faire un beau combat il faut être 2. Et à chaque fois nos champions de Champagne ont eu des adversaires très, très forts. Prochain gala à Romilly, suivi d'une autre soirée pugilistique au cours duquel se produira peut-être Jawad Shiger pour son premier combat professionnel. Les résultats de handball tout de suite avec notamment la prestation de l'équipe de Sainte-Maure qui continue donc d'enchaîner les victoires, notamment face à Rechtet 32-20. Palentorchamps et Montargis tentent bien de suivre derrière, on va le voir au classement, mais Sainte-Maure a 3 points d'avance. Les Morassos troyennes filent vers la Nationale 1. En revanche, pour Rosières-Saint-Julien, c'est manqué donc avec cette défaite face à Villiers 36-34. Arenheim et Colmar, de leur côté, ont écarté Villemomble et Altkirch au classement. Colmar est en tête devant Villemomble et Villiers. Justement, Rosières-Saint-Julien s'accroche en 7e position, sauvé, heureusement. En handball masculin, défaite pour les 2 Aubois, l'Étac et le Savino Chaplin, malheureusement, face à 2 solides adversaires, Thionville et Franconville. La Terrouenne, de son côté, a écarté assez facilement Florange, 39-16. Au classement, l'Étac est toujours 7e avec 33 points et Savino-Chaplin ne s'est pas extirpé de la zone rouge. Danger pour l'équipe de Lévis-Dufour. C'est l'heure d'évoquer la petite reine avec nos invités du soir. Et c'est donc de cyclisme dont il est question puisque sur notre plateau sont présents les responsables du 54e Paris 3. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Jean-François Barceau, une nouvelle fois en tant que président du CC Charlotte, vous êtes content j'imagine de voir votre club organiser cette course qui est devenue internationale depuis quelques années. J'imagine que c'est une vraie fierté. Très content, d'autant plus que c'est une nouvelle équipe qui est en place, une équipe jeune, dynamique, très efficace, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. C'est un grand bonheur pour moi de travailler avec cette nouvelle équipe. Alors qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va changer ? On va innover déjà un petit peu sur le parcours, nouveau parcours, difficultés, nouvelles difficultés, des parcours qui n'ont jamais été empruntés, un beau profil, un profil difficile. Le temps fera peut-être aussi la différence. On ne sait pas encore les prévisions à une semaine. C'est vrai que c'est pas évident. On nous annonce un peu de pluie vraisemblablement. Pluie et vent. Vous connaissez Paris 3. Vous connaissez Paris 3. Les bordures. C'est toujours magnifique à voir. C'est toujours très difficile pour rester dans le coup. Mais c'est ce qui fait véritablement une belle course. Florian Morizot, vous êtes directeur sportif du CC Charlotte, mais vous êtes aussi le directeur de course de Paris 3. C'est pas trop dur de cumuler les 2 charges ? Enfin,
même si là, vous serez entièrement directeur de course. C'est sûr, sur le week-end de Paris 3, je ne serai pas dans la voiture en tant que directeur sportif. Disons que c'est une autre tâche. Après, j'ai la chance aussi que Paris 3 arrive assez tôt dans la saison, ce qui permet en hiver, la saison creuse, on va dire au niveau sportif, de s'y consacrer pleinement. De s'y consacrer pleinement. Ça serait peut-être un peu plus difficile si c'était, on va dire, en pleine saison. Justement, qu'est-ce que ça a été votre premier chantier quand vous êtes arrivé donc dans cette équipe d'organisation? Qu'est-ce que vous avez voulu changer ou ne pas changer finalement? Disons qu'on a voulu ajouter des petites touches au circuit, comme a dit Jean-François. Après, comme rendre un tout petit peu plus difficile le circuit pour éviter une arrivée massive. Donc on a une arrivée boulevard Gambetta. On l'espère qu'il ne sera pas massive. Donc, alors, l'arrivée boulevard Gambetta, elle est provoquée aussi par les travaux. Par les travaux. Par défaut, on était obligé d'arriver boulevard Gambetta. On ne pouvait plus aller à l'hôtel de ville ni passer par rue Chomedey. Donc on a rajouté, on va dire, le circuit par Massey, Granges-l'Évêque, qui était déjà présent il y a quelques années. Et puis on a ajouté un circuit assez difficile autour de Samval, la Perrière. D'accord. Voilà. Donc, c'est la première fois que la course arrive boulevard Gambetta, en revanche. Vous êtes arrivé une fois Express Argence? De l'autre sens. On est arrivé de l'autre sens. De l'autre sens en 2007 quand Jean-Luc Delpech y gagne. C'est en montant, là c'est en descendant. D'accord. Mais parce que vous arrivez de l'avenue Pasteur. On arrive de l'avenue Pasteur, donc, mais là c'est plus dur. Il y a 1750 mètres de dénivelé. On va dire quasiment dans les 100 derniers kilomètres, donc les connaisseurs apprécieront, on va dire, la difficulté. Et puis il y a très très peu de périodes de récupération à partir d'Aix-en-Othe. Cette course, Nicolas, c'est pas seulement une course, il y a aussi toute une foule de manifestations organisées autour pour donc fédérer un petit peu les gens. Est-ce qu'il y a toujours cette manifestation réservée aux jeunes de l'école de cyclisme destinée justement à populariser un petit peu le cyclisme? Oui, tout à fait. Donc, nos amis de la SPTT 3 organisent une course des écoles de cyclisme. C'est, à notre avis, très important d'impliquer les jeunes pour, pourquoi pas, leur donner la vocation de voir les champions arriver juste après leur épreuve. Et qui sait si on ne retrouvera pas plus tard un jeune de cette course sur Paris 3. Tout à fait, ça peut tout à fait se produire. Oui. L'an dernier, la course avait été marquée par une terrible chute dans le Pays d'Othe. On sait qu'il faut faire attention au temps, donc à la pluie, au matériel. Les signaleurs sont là aussi pour éviter ce genre de choses, parce que des fois, il y a des carrefours ou des bordures qu'il faut signaler. Pour éviter ce genre d'accident, il va falloir être très vigilant, Michel. Bien sûr, les signaleurs seront là répartis surtout sur la fin de la course, sur la Chapelle et 3. Donc il y a une quarantaine de signaleurs bénévoles qui vont rester sur le bord de la route pendant 2h30 pour voir passer les gars pendant 30 secondes. Mais c'est très important qu'ils puissent assurer une fonction, d'autant plus que la plupart... La course ne pourrait pas avoir lieu sans... Absolument, d'autant plus que la plupart sont de véritables cyclos. Il y en a quelques-uns qui sont des anciens coureurs, mais c'est surtout des cyclos. Et je voudrais rendre hommage aux clubs qui sont présents, tels que le RCSA de Saint-André ou le VCS, qui délèguent pas mal de monde. Au VCS, on est plus d'une vingtaine sur 40 bénévoles qui seront mis sur le bord de la route. Voilà. C'est une tradition, généralement, dans cette émission, on essaye de découvrir le vainqueur 2012. On se souvient qu'en 2010, on avait trouvé Cédric Pinault. 2011, on avait lâché plus ou moins le nom de Mathieu Drujon, qui avait terminé 3e. Cette année, Florian, est-ce que vous voulez vous lâcher? On peut toujours faire un pronostic. Après, la course sera difficile, donc on peut mettre plus un grimpeur puncher qu'un routier sprinter. Oui. Donc d'après les équipes qui seront au départ, on a l'équipe Endura Racing, donc avec l'ex-coureur de l'UVIOB, Jonathan Luc, et Dowing, Russell Dowing, l'ancien du VCA, qui a gagné hier à Lillers. Bon, je pense qu'ils seront favoris. Après, on aura 175 partants et on aura l'équipe SOR, l'équipe Bretagne Schuller avec sa grosse équipe. Qui peuvent jouer. Il y a de fortes chances que le vainqueur soit dans ces équipes-là. Après... pourquoi pas un amateur qui a fait un gros début de saison et qui peut être dans le final avec eux, sachant que l'arrivée, de toute manière, est quand même les 15 derniers kilomètres sont relativement plats, quoi. Et pour l'équipe du CC Charlotte, est-ce qu'il y a une épingle du jeu à sortir? C'est sûr qu'on a 3 grimpeurs. On a Grégor Weiss, le nouveau coureur du CC Charlotte. On a Romain Lejeune qui reviendra après une coupure du cyclocross.
Et puis derrière, on a beaucoup de jeunes qui vont découvrir la course, qui vont ouvrir les yeux et qui vont beaucoup apprendre, je pense. Donc on va pas mettre la barre trop haute. L'important, c'est d'aller le plus loin possible, de ne pas se faire piéger à nos gens s'il y a du vent de côté. Et puis pourquoi pas dans le final, si on a un coureur ou deux qui ont les jambes, essayer d'aller le plus loin possible avec les meilleurs. Pour la première épreuve de Coupe de France hier, vous avez terminé 21e pour le meilleur coureur, Victor Gousset. C'est un bon résultat, C'est un bon résultat, non, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et au niveau de l'ensemble de l'équipe. On a eu pas mal de pépins mécaniques, on a eu pas mal de chutes, c'est vrai que c'est un petit peu désolant, mais ça fait partie du vélo et on va pas s'apitoyer sur notre sort. On se remet la tête dans le guidon et on prépare Paris 3 toujours. Alors Paris 3, c'est donc dimanche prochain, on part donc de Provins pour arriver ensuite, on l'a dit, boulevard Gambetta aux alentours de 17h, quelque chose comme ça ? 16h30 peut-être. 16h30, donc vous pouvez vous déplacer parce qu'il y a un tas d'animations donc à prévoir. Et la semaine prochaine, et la semaine d'après, je veux dire, il y aura aussi le prix de Montmorency-Beaufort. Vous ne chômez pas, dans les organisations, puisqu'il y avait Ongeon il n'y a pas si longtemps que ça. Les semaines se suivent et se ressemblent, tous sur le terrain à travailler. Je voulais ajouter, pour Paris 3, pour cette année, on a un grand changement dans la caravane publicitaire. Allez-y. La caravane, ce sera une caravane de voitures anciennes. Donc c'est assez nouveau. Les gens pourront admirer de très belles voitures, type MG. Tout au long du parcours. Tout au long du parcours, elles vont précéder la course. Et elles seront donc exposées au départ à Provins et elles seront exposées ensuite à l'arrivée à Troyes, près du Car Podium. Donc tous les amateurs de vieilles voitures pourront venir les admirer. Ça va être un atout vieilles en voitures plus. Et motos anciennes également de collection. Ça va être un atout en plus donc pour aller voir. Ce sera nouveau, voilà. Ce Paris 3. 3 mises du pays au bois. 3 mises du pays au bois qui ne sont pas sur ce plateau, je le note. Eh oui. J'ai pas pu refuser la proposition du président, ça reste mon patron. Hein. Merci. On continue de parler de cyclisme dans notre bonus. Ils vont justement participer au 54e Paris 3. Ce sont les Drugeons qui, cette saison, seront 2 dans le peloton professionnel. Si Mathieu, l'aîné, en est à sa 6e année de professionnalisme, Benoît a signé, lui, cette saison pour 2 ans dans la même équipe que son frère, Aubert 93. Pour la première fois de leur vie, ils vont courir côte à côte en pro. Deux frères, 2 années d'écart, 2 trajectoires différentes. Si Mathieu a lui opté rapidement pour le vélo, Benoît, quant à lui, avait choisi le foot. Par la suite, l'aîné a ensuite fait son trou en évoluant dans des équipes prestigieuses telles que la Caisse d'épargne aux côtés de Valverde. Benoît a lui gravi les marches plus lentement pour finalement aboutir à son premier contrat pro cette saison. Une dernière année amateur réussie pour le plus jeune et qui a fait l'admiration de son frère. Je me disais quand même, là, s'il passe pas pro, je vois pas ce qu'il y a qui va pas, quoi. Là, c'était indiscutable. Je pense même que Stéphane Javalet a dû avoir peur que ce soit une autre équipe qui le prenne, tellement il marchait, quoi. Benoît entend bien profiter de l'expérience de son grand frère afin de progresser au mieux dans le peloton professionnel. Je suis pas aussi fort que lui, j'ai d'autres qualités de placement, de vélocité et tout, mais je pense en force pure, je suis moins fort que lui, mais par contre on va peut-être se compléter tous les deux, donc voilà quoi. À l'instar des frères Simon, les 2 Drugeons seront donc tous les 2 réunis dans les courses disputées par leur club Aubert 93, une dualité qui les ravit. Vas-y, tu m'épates de jour en jour, donc continue comme ça et j'ai encore envie d'être épaté. Je t'admire dans ce que tu fais, sur les courses, quoi, et puis dans la vie en général. Voilà. Paris 3 sera l'occasion pour les 2 frères de courir devant leur public et montrer ainsi leur fierté de courir ensemble cette saison. Ouais, Vince, ça dépend comment. Allez, c'est là, on continue de parler. Voilà, allez, on regarde l'agenda du week-end sportif prochain qui s'annonce dès demain, puisque les Stacks rencontrent Guingamp au Stade de l'Aube. C'est à 19h, horaire inhabituel
pour cause de Ligue des Champions. Vendredi, encore de l'Estac avec un match contre Châteauroux. C'est à 20h cette fois-ci au stade de l'Aube. Il y a aussi des autres sports tels que du football américain. Les Pigargues rencontrent les Gaulois en championnat de France de D2 à 20h au complexe Songis. Et il y a aussi, pour terminer, du basket avec la Nationale 3 de Saint-André qui rencontre Gris à 20h au complexe Bianchi. Voilà, c'est l'heure de se quitter. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce JT Sport et à la semaine prochaine.